Alors, je vous préviens, c'est une chronique qui va me valoir des points Godwin. Voilà, mais en même temps, c'est pas moi qui ai commencé, parce que les années 30, Hitler, le nazi, se sont invités sur les réseaux sociaux, on le voit par exemple avec ce tweet, ou sur les plateaux de radio et de télé, par exemple, Bertrand Delanoë sur RTL, qui disait, comme vous pouvez l'écouter, dans les années 30 en Allemagne, l'extrême gauche n'a pas voulu choisir entre les sociodémocrates et les nazis. Hitler a été élu par le suffrage universel. Aïe, 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 aïe. Bon, résultat, je me suis dit que ça valait le coup de s'y attarder un peu. Alors, je désamorce au préalable. Évidemment, les différences entre aujourd'hui et les années 30 sont énormes. Je ne suis pas complètement débile. Marine Le Pen et Hitler, c'est pas la même chose. Le programme du FN, ce n'est pas Mein Kampf. Il n'y a pas au FN de milices à la hauteur des SA du nazisme. Qu'il y ait au sein du Front National des nostalgiques décomplexés du Troisième Reich, des néo-nazis plus que flippants, ne fait pas pour autant du Front National un parti nazi. Je sais aussi tout aussi pertinemment que le contexte est différent. On ne sort pas aujourd'hui de 4 ans d'une guerre atroce, comme c'était le cas dans l'Europe des années 30. On ne sort pas non plus d'un traité qui, écrasant les vaincus, a miné la paix à venir, d'autant que la logique rancunienne a duré assez longtemps. Notre République est beaucoup plus enracinée que ne l'était la jeune République de Weimar, fragile et contestée. Actuellement, 40% de la population n'est pas au chômage. Et le climat de violence politique n'est évidemment sans aucune mesure avec ce qui était le cas dans les années 30. Et puis surtout, on a vécu les années 30. Enfin, en tout cas, on sait qu'elles ont existé. Ça laisse des traces et des leçons. Donc évidemment, il y a d'irréductibles différentes. Mais ça n'empêche pas de réfléchir, à condition de ne pas raconter n'importe quoi. Et donc moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en Allemagne au début des années 30 pour rétablir l'histoire. Et à nouveau, j'insiste, je ne veux pas faire une leçon d'histoire qui pousse à agir ou à faire quoi que ce soit dans les jours à venir. Je cherche juste à répondre par l'histoire à des instrumentalisations du passé dans la scène médiatique et politique. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Aurélie Gascon. Elle a fait un très bon tweet sur ces années-là. On a beaucoup échangé sur Twitter. Et en fait, Twitter, c'est un endroit où on discute pas mal d'histoire. Et je vous invite à aller regarder, c'est très intéressant. Alors, 3 choses que je voudrais dire. 1, Hitler n'a pas été élu démocratiquement. 2, la division de la gauche n'est pas la seule ni la principale responsable de son accession au pouvoir. Et donc 3, il va falloir qu'on aille regarder un petit peu ailleurs, et notamment le rôle de la droite, des partis conservateurs et du patronat dans les années 30-33. Alors, première chose, Hitler, c'est sûr, il est arrivé légalement au pouvoir, mais pas démocratiquement. Et il n'a pas été élu non plus. Il est arrivé au pouvoir parce que le président de la République, Hindenburg, l'a nommé chancelier le 30 janvier 1933. Ce alors qu'Hitler n'avait pas de majorité au Reichstag. Il était même en recul. Il y avait eu des élections en juillet 32, le NSDAP avait fait 37%. En novembre 32, il fait que 33%. Il perd 2 millions d'électeurs. Lui, le vivait comme un échec. Pourtant, alors qu'il n'avait pas de majorité, certes un fort groupe parlementaire, mais pas de majorité, eh bien Hindenburg le nomme chancelier. Bon, ça ne gênait pas Hindenburg, il avait déjà nommé chancelier des gens qui n'avaient pas de majorité. Il appliquait un des articles de la Constitution qui lui permettait de le faire, l'article 48.2. Donc Hitler arrive au pouvoir, il n'a pas de majorité, il est nommé par le président. Et qu'est-ce qu'il fait immédiatement? Il dissout le Parlement. Enfin, il demande à Hindenburg de dissoudre le Parlement, ce que Hindenburg fait. Il aurait pu ne pas le faire, mais il le fait. Les nouvelles élections doivent avoir lieu en mars. Entre les deux, Hitler a toute latitude pour gouverner sans représentation nationale. Il va donc prendre des ordonnances. À nouveau, il a besoin de l'accord d'Hindenburg qui lui donne, supprime par exemple la liberté de la presse et de rassemblement pour le Parti communiste allemand, le KPD, dès février, et fait passer une ordonnance qui interdit de critiquer le gouvernement. Les élections ont lieu en mars, et ces élections n'ont absolument rien de démocratique, vu le climat de violence politique. Et là, on parle d'assassinat politique. D'autant qu'après l'incendie du Reichstag, le 27 février, la chasse aux communistes, rendue responsable, est lancée. Le 5 mars, les élections se tiennent, il y a une énorme participation, 90%. Et sur les 647 sièges du Reichstag, les nazis en obtiennent ou n'en obtiennent que 288. C'est énorme, mais ce n'est pas la majorité absolue.
Les sociodémocrates, 120, les communistes qui ont pu quand même se présenter aux élections, 80. En fait, quand on regarde les résultats, on se rend compte que le parti nazi, même avec ses alliés, par exemple les nationalistes du DNVP, ne possède pas les 2/3 de voix qui seuls lui auraient permis de modifier la Constitution et de se donner les pleins pouvoirs. Il ne les a pas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avant que le Parlement ne se réunisse, tous les députés communistes vont être arrêtés. Par voie de conséquence, ça va modifier le quorum au Reichstag et donner par conséquence mathématique la majorité au parti nazi, qui va pouvoir donc récupérer tous les pouvoirs. Le lendemain, Dachau est créé et les premiers qui seront envoyés sont les communistes. Donc déjà, faisons un sort. Hitler n'a pas été élu, il n'est pas arrivé démocratiquement au pouvoir. Alors ensuite, cette question de la division de la gauche que l'on rend seul responsable. Et d'ailleurs, dans cette division, c'est le KPD, le Parti communiste, que l'on rend seul responsable. Alors oui, la gauche était divisée entre SPD et KPD, communistes et socialistes, et pas qu'un peu. La division, au demeurant, était européenne. Elle était présente depuis le début de la guerre entre ceux qui avaient voté les crédits militaires et ceux qui étaient restés fidèles au pacifisme. Elle était évidemment une conséquence de la Révolution d'octobre. Tous les partis socialistes européens s'étaient divisés début des années 20 entre une branche socialiste et une branche communiste. La division était d'autant plus forte depuis 1928 que le Comintern avait appelé à ce que l'on appelle la lutte classe contre classe, qui poussait les partis communistes européens à attaquer les partis socialistes en les traitant de sociotraîtres ou sociofascistes. La division était par ailleurs accentuée par l'attitude profondément anticommuniste des partis socialistes. Et alors cette division, elle était encore plus forte en Allemagne, mais il faut comprendre, quand on était communiste en Allemagne, comment pouvait-on oublier qu'en 1919, le SPD avait réprimé dans le sang la révolution spartakiste, avait bombardé Berlin, avait assassiné Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, et c'était pour se faire appuyer sur des corps francs qui par ailleurs, par la suite, ont rejoint les nazis. Donc il y a une division haineuse entre le SPD et le KPD, et l'autre conséquence, c'est que le KPD n'a jamais soutenu la République de Weimar. Un peu comme les socialistes en France n'ont pas soutenu au début la Troisième République à cause de la répression de la Commune. En tout cas, tout ça est très complexe et il y avait des torts absolument partagés entre les deux partis. Par exemple, en juillet 1932, suite à un putsch en Prusse, le KPD avait proposé au SPD de faire un front commun. Le SPD avait refusé. En janvier 1933, après la prise de pouvoir d'Hitler, le KPD avait proposé de faire une grève générale de protestation. À nouveau, le SPD ne l'avait pas soutenu. Mais bon, en même temps, il y avait des trucs pas jolis du côté du KPD. En janvier 1931, les communistes avaient soutenu un référendum pourtant organisé par les nazis, qui étaient contre les socialistes. En Berlin, à nouveau, 1932, le KPD avait accepté, avait même encouragé les nazis à rejoindre une grève qu'ils avaient organisée dans les transports. Donc vous voyez, les choses sont très complexes et c'est évidemment extrêmement simplifier les choses et trahir ce qui s'est passé que de juste dire le KPD n'a pas voulu voter avec le SPD. Il y a ça à jouer, mais c'est vraiment, dans l'ensemble, c'est assez minimal. Alors, ce que ça montre en fait surtout, c'est que quand on confond un adversaire politique avec un ennemi, que l'on traite un adversaire politique comme un ennemi, là c'est assez dangereux. Et puis, si on doit chercher les responsabilités, on va les chercher, mais on va les chercher partout. Allons-y, vraiment dans la recherche des responsabilités. Regardons, par exemple, ce que faisaient les anciennes élites impériales, la droite allemande d'une certaine façon. Ils n'avaient pas non plus accepté la République de Weimar. Ces anciennes élites impériales passaient leur temps à pleurer sur la splendeur perdue de l'effondrement du Reich, du deuxième, celui de la fin du XIXe siècle, sur la nécessité de redonner toute sa puissance à l'Allemagne. Un type de discours de la décadence nationaliste qu'on entend souvent encore aujourd'hui. Droite et nazisme partageaient finalement les mêmes conceptions nationalistes haineuses. Alors oui, ces idées venaient du XIXe siècle, elles avaient été reprises par les nazis qui les avaient radicalisées, qui surtout les avaient biologisées. Mais les partis conservateurs les avaient elles aussi dans leur logiciel. Et d'ailleurs, l'antisémitisme, la désignation des juifs comme ennemis de l'intérieur, comme responsables de cette décadence, c'était évidemment au cœur de l'idéologie nazie, on le sait, mais c'était aussi partie prenante du logiciel de la droite conservatrice de l'époque.
Donc les élites impériales ne sont pas démocratiques. Le problème, c'est qu'elles sont restées au pouvoir. Elles sont restées au pouvoir parce que quand la République de Weimar s'est installée, il n'y avait pas d'élite démocratique en nombre suffisant. L'Allemagne n'avait pas beaucoup connu d'expérience démocratique, quelques mois en 48-49, mais c'est tout. Donc les hauts fonctionnaires de l'Allemagne des années 30 sont très nombreux à être contre la République. Donc vous voyez, la République, elle n'avait pas beaucoup de soutien à sa base. Elle n'en avait pas à droite, elle n'en avait pas à gauche, et les partis qu'on disait de Weimar n'étaient pas majoritaires. Les élites impériales, soit dit en passant, elles étaient très corrompues, mais la corruption était présente dans à peu près tous les partis de l'Allemagne, corruption qui fragilisait là encore plus le régime. Le NSDAP aussi, d'ailleurs, le parti nazi, était corrompu. Hitler, par exemple, se soustrayait à l'impôt sur les droits d'auteur de son best-seller atroce, Mein Kampf. Autre point intéressant de comparaison, l'Allemagne est en crise, une crise terrible. Au pouvoir, depuis l'entrée en crise, il y a le Zentrum, c'est un centre droit catholique, qui est soutenu par le SPD, les socialistes, un soutien timide mais un soutien quand même. Or, pour régler la crise, ils vont faire des mesures économiques absolument drastiques, qu'ils vont imposer à coup d'article 48 de la Constitution de Weimar, qui est un article qui permet de gouverner par ordonnance. Donc cette pratique du pouvoir, à la fois mesure économique drastique et pratique autoritaire du pouvoir, ça a deux conséquences. Ça fragilise la République et évidemment, vous vous en doutez, ça n'aide pas le KPD à soutenir et à se rallier avec le SPD qui soutient ce type de politique. Donc, vous avez une droite qui va des partis libéraux aux conservateurs, en passant par le Zentrum, une droite qui veut en finir avec la République de Weimar, une droite qui la mine de l'intérieur et qui, au passage, se débarrasserait bien du Parti communiste, puisque leur anticommunisme était violent. Et là, Hitler monte. Et qu'est-ce que s'est dit cette droite? Elle s'est dit, on va l'utiliser, un peu comme Thiers en 48 se disait de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un idiot qu'on mènera, et pareil. Ils pensent qu'Hitler, qu'ils appellent le peintre en bâtiment, en fait, il faisait juste des toiles un peu mochardes, mais bon, le peintre en bâtiment, c'était encore plus négatif pour eux. Ils pensent qu'il sera manipulable, qu'ils en feront leur affaire. Donc, ils laissent voir, ils encouragent Hindenburg à le nommer chancelier, pensant après récupérer les choses. Il y a donc une responsabilité très forte des élites conservatrices, et on a souligné le rôle d'Hindenburg au début de la chronique. Ajoutez à ça qu'une bonne partie du patronat soutenait massivement le parti nazi. Il le finançait, lui donnait des locaux, par exemple, dans lesquels le parti nazi organisait des soupes populaires qui lui permettaient d'embrigader les plus démunis. Certains grands industriels avaient adhéré au parti. Comme beaucoup tenaient des médias, ils les ont mis à son service. Par exemple, Hugenberg, magnat de la presse conservatrice, a travaillé à rendre Hitler fréquentable. Quand on regarde la campagne de 1932, les nazis, ils ont collé des millions d'affiches, imprimé 12 millions de journaux, organisé 3000 meetings. Hitler, il allait d'un meeting à l'autre dans un avion privé. Le parti nazi, en 1932, c'est des milliers de permanents. Rien que pour l'entretien des SA, ça coûtait 2 millions de marks par semaine. C'est qui payait ça, à votre avis ? De toute façon, il suffit de voir la composition du Haut Comité économique du gouvernement nazi après. Alors, il y a Krupp dedans, roi de l'industrie de l'armement, Thyssen, baron de l'acier, Siemens, roi de l'électricité, Bosch, de la chimie. En fait, le patronat comptait sur Hitler pour appliquer une politique de casse sociale. De toute façon, alors, pour expliquer quand même, ce qu'il faut voir, c'est que de la droite au KPD, finalement, aucun ne percevait vraiment la spécificité du nazisme. Ils ne percevaient pas les dangers comme nous, on peut les voir rétrospectivement. C'est facile, nous on voit, mais eux en avaient pas forcément conscience. Alors oui, pour revenir aux communistes, ils ne voyaient pas le danger nazi et ils faisaient une confusion entre les sociofascistes et les nazis. Et évidemment, on peut accumuler tout un tas de citations qui le montrent, par exemple comme celle de Thälmann, mort peu après d'ailleurs à Dachau, que l'on a retrouvé largement cité. La social-démocratie, disait-il, essaie, en évoquant le spectre du fascisme d'Hitler, de détourner les masses d'une action vigoureuse contre la dictature du capital financier. Il faut voir en plus que le KPD suivait des directives du Comintern qui avaient encore moins d'éléments pour comprendre la spécificité du nazisme. Mais la droite ne comprenait pas plus. Quand on regarde les résultats, les réactions des journaux, par exemple parisiens, après la prise du pouvoir d'Hitler, ils sont persuadés qu'Hitler est tout à fait démocratique. Ils disent il n'y a pas d'incompatibilité d'humeur entre Hitler et la démocratie, il va faire une politique démocratique. Finalement, un des premiers qui a vu le danger, c'est Trotsky. Lorsqu'il dit « Identifier la social-démocratie avec le fascisme est tout à fait insensé. Dans la lutte contre le fascisme, nous sommes prêts à passer des accords pratiques avec le diable et avec sa grand-mère. »
Enfin, pour expliquer l'arrivée au pouvoir d'Hitler, il y a quand même un truc qu'on oublie toujours et qu'il ne faut pas oublier, c'est l'efficacité des nazis, c'est l'efficacité d'Hitler, hein. C'est à la fois l'efficacité tactique, la propagande, etc. Mais aussi, il faut voir que dans cette Allemagne qui était dans une crise terrible, quand la République était minée de l'intérieur, par la droite notamment, quand on voit que la démocratie était piétinée par ceux qui se disaient démocrates, hein, eh bien, ça fait mal à dire et c'est un peu difficile à comprendre, mais le fait est que le nazisme a pu représenter pour une masse de gens une solution, voire un espoir, et ça explique aussi l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Donc au final, les responsabilités, elles sont très nombreuses. Le fait que le KPD n'ait pas voté pour les élus du SPD en 32 ou en 33 n'en est qu'une, mais c'est vraiment pas la principale. La différence, c'est que finalement, les communistes, ils ont réfléchi à ça. Ils ont écrit sur ça. Ils se sont posé des questions et ils ont fait évoluer leur stratégie après ça. Les fronts populaires, français et espagnols, résultent de ça. Alors, si les fronts populaires ont lieu, c'est parce que les socialistes aussi ont fait évoluer leur stratégie. Mais il est où le mea culpa de la droite? Il est où le mea culpa du patronat? Ça, on ne le voit pas. Ce qui fait que, résultat, en plus du fait que c'est très utile à certains de charger l'extrême gauche à coups de poing Godwin, les communistes ont laissé tout un tas de citations à facilement réutiliser. Alors que comme les autres se sont tus sur leurs responsabilités, eh ben les autres, on n'en parle pas.